Cancun, Miami, Ibiza, Berlin, Saint-Tropez, Carcassonne, ah non, pas Carcassonne, Marcoussis, ah pas Marcoussis non plus. Il enflamme les dance floors du monde entier, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine de l'immobilier le samedi sur Sister à 11h10. Aujourd'hui, on va aborder la crise dans l'immobilier, les scandales, les galères, un thème pas facile, on va faire un état des lieux assez sombre. Pour commencer l'émission, j'ai à mes côtés Sandy et Sandrine qui sont à l'initiative du Burger, le burger proprio à tout prix. C'est une initiative qu'on avait lancée il y a quelques semaines, on y reviendra tout à l'heure. C'est un burger qui est destiné en quelque sorte à faire une action solidaire pour les gens qui sont sans abri. Oui. Et donc ça colle avec le thème. Tiffany et Jean-Marie sont à l'origine de cette initiative. On a un burger spécial proprio à tout prix. Vous vous mettez au fourneau et vous nous régalez à la fin de l'émission ? C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. On démarre cette émission sous l'égide du cœur avec Jean-Marie qui est avec nous en plateau. Tu es à l'initiative de cette action solidaire avec Sandy et Sandrine. Ils sont au fourneau là. Hein. Ah bah ils sont à fond. Il y a vraiment eu un élan de générosité qui s'est passé avec quelque chose qui était au départ sans prétention. Non, du tout. Et là maintenant, on arrive et ça prend vraiment une ampleur importante. On nous en parle de plus en plus. Et on en parle. On regarde les images, on revient en images sur cette action. Nous voilà! Bonjour Bruno. Bonjour Sandy, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah super. Tu nous as trouvé? Facilement. Impeccable. Tu viens nous rejoindre? Ah bah oui, alors attention, avec plaisir. Aujourd'hui, on est à Arles. C'est bien ça. Dans le restaurant que tu as créé il y a plus de 20 ans. Et ça s'appelle La Fin du Fin. La fin de la fin. Une sorte de diner où tu fais de la cuisine avec des produits locaux. C'est bien ça. Sur l'initiative de Tiffany et Jean-Marie, nous avons créé le burger proprio à tout prix pour une association caritative. Pourquoi tu as décidé de participer à cette aventure? Tiffany et Jean-Marie, ils ont mis beaucoup d'énergie. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'associatif. L'idée, elle est bonne, on est parti. Donc tu as préparé plein de produits locaux là-bas. On va faire une recette totalement originale. C'est moi qui vais choisir. On y va. Je vois que tu as préparé déjà. Ouais, on y va. Super. Tout est prêt pour que tu choisisses les ingrédients que tu souhaites associer pour avoir le mets le plus parfait. Alors, beaucoup de produits locaux, hein. Je vois le maroilles là, ici. C'est bien ça. Attends, en provenance directe des caves. Alors écoute, moi je l'ai la recette. On voudrait appeler ça le burger. Le burger. Parce que ça y a du cœur. Allez, c'est parti. Un peu de salade, des tomates, la palette magique. Et pour terminer, la tome de cambre. Ah bah voilà, ça gagne ça. Donc ça. Là, on va mettre à toaster un petit peu. Voilà. Je sens que ça va être bon. Attention. Et voilà, et le mariage heureux. Merveilleux. C'est sublimissime. Alors je goûte, hein. Attention. Hein. Oh, j'adore! Bon, alors vous venez nombreux, hein, parce que là... J'en comprends plus que c'est validé alors. Bah, c'est complètement validé. En tout cas, moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la cause caritative. Au-delà que ça va être excellent. On va pouvoir mettre en avant la cuisine locale et également mettre en avant une association. On voudrait que ce soit pour les SDF en particulier. Mais c'est pas normal qu'en 2024 et en 2025, il y a encore des gens qui soient dehors. Là, un petit moment de bonheur, un petit moment de chaleur grâce à Sandy et sur l'initiative de Tiffany et Jean-Marie. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à une œuvre caritative pour les SDF. Les gens du Nord, en général, vous avez du cœur. On a du cœur, on n'a peut-être pas beaucoup de soleil, mais le soleil, on l'a dans le cœur. Et ben voilà. Bon, vraiment des moments incroyables. Enfin, oui. Moi j'avais les frissons hein, quand on a démarré ça. Et je te dis, de plus en plus de monde nous en parle et nous remercie, nous, puis vous, à travers l'émission aussi, de cette action, quoi. Et alors, en fait, ça fait des petits. Ça fait des petits, ouais. C'est-à-dire que ça va bientôt bouger aussi. On a trouvé notre friterie qui est partante pour jouer le jeu. Donc, ça sera une friterie qui sera sur Somain. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la recette est ouverte. C'est-à-dire que Sandy dit, voilà, si partout en France, vous qui nous regardez, vous voulez reprendre cette recette et reverser pour l'action caritative, pour... alors, l'association, c'est... Action Froid. Action Froid, c'est pour les sans-abri, hein, c'est ce qu'on avait dit. C'est ça. Et on a commencé à récolter quand même quelques fonds. C'est une petite initiative, mais qui fait du bien. C'est ça.
Qui fait du bien. Alors justement, tu l'as été à la voir, la personne. On est parti faire une maraude avec eux, justement. On regarde et ça nous fait rentrer de plein pied dans le sujet du jour. Voilà, les crises, les scandales. Est-ce qu'on peut se loger où on veut aujourd'hui en 2025 ? Eh ben, pas toujours. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc à Douai, donc je suis en compagnie de Coralie, qui est une bénévole de Action Froid, c'est bien ça? Tout à fait, oui, bonjour tout le monde. Un petit peu parler d'Action Froid. Alors Action Froid vient en aide aux sans-abri. Ça peut être une aide alimentaire, hein, comme vestimentaire, des choses comme ça. Après, quand on a des gens qui sortent de rue aussi, ce qui est très rare, mais ce qui arrive, on les suit aussi derrière pour tout ce qui est ameublement, des choses comme ça en fait. Ça leur permet de revenir dans une vie entre guillemets normale. D'accord. Donc aujourd'hui là on est sur une place, c'est une maraude. Donc est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qu'est une maraude, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Alors Action Froid est mobilisée tous les dimanches de l'année. Il n'y a pas de dimanche où on ne vient pas. C'est tous les dimanches de l'année. Et donc le but de la maraude, c'est de leur fournir un sandwich, une soupe, un café, des échanges, des petites paroles, du réconfort, voilà, on leur transmet tout ce qu'on peut leur transmettre, quoi. Et depuis cette fin d'année 2024, début 2025, est-ce que vous avez vu une augmentation justement de ces gens qui arrivent par souci d'avoir un logement? Hélas, je vous dirais, hélas, oui, c'est de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir justement améliorer ou pouvoir accueillir ces gens dans des logements aujourd'hui? Généralement, c'est des personnes qui touchent à un RSA ou les minima sociaux. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour trouver un logement, que ce soit chez les bailleurs ou chez les privés. Hein. Comme on le sait tous, un loyer, c'est 33% d'endettement. Donc, quelqu'un qui touche un RSA à même pas 600 €, voilà. La baisse des APL qui a fait aussi beaucoup. Ouais. Maintenant, c'est 280 € maximum pour une personne, il n'y a pas plus. Donc, c'est compliqué de trouver le produit. C'est de plus en plus difficile de se loger, on a moins en moins d'aide aussi, donc ils n'aident pas non plus à la chose. Quoi. Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. On n'a pas forcément les produits en logement pour eux, quoi. Pourtant, on voit quand même pas mal de bâtiments, des fois, dans les villes qui sont fermés, qui sont abandonnés. Est-ce que justement, ces logements-là ne pourraient pas servir à ça, quoi? Tout à fait. Mais bon, après, voilà, ça, je pense que c'est les pouvoirs publics aussi qui doivent se mobiliser sur tout ça. Nous, en tant que petite association, voilà, on aimerait bien faire des miracles, hein, mais... vous faites déjà pas mal de choses avec ce que vous pouvez. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez venir aider, puis si vous êtes dans le coin sur Douai, c'est tous les dimanches, c'est ça? Tous les dimanches, 16h, place Schumann. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les aider, puis faire un petit coup de main, et puis aussi discuter un petit peu. Voilà, on a choisi de démarrer cette émission avec cette initiative parce qu'effectivement, on va dresser l'état des lieux quand même compliqué du logement en France. On a commencé avec toi, Jean-Marie, mais on a deux experts au top aussi pour cette première partie qui ont bien travaillé. Bertrand qui est avec nous. Comment ça va, Bertrand ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. C'est ta première. Farah est avec nous également. Bonjour. Comment ça va, Farah ? Ça va, super. Tu as l'air toute timide. Non, je ne suis pas timide, mais ça m'a touchée, cette association. Vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en avant régulièrement. Exactement. Et vraiment, c'est très bien fait. Et merci pour... voilà, donc on le répète, hein, si ça vous donne des idées, vous contactez l'émission via nos réseaux sociaux ou via notre email ou le site web, et on transmettra. Pour entrer dans le vif du sujet également, un Français sur 3 en difficulté pour payer son loyer ou rembourser son prêt. Oui, c'est exactement ça. Vous le vivez au quotidien, ça, oui. Bertrand ? Oui. Surtout en frontière, nous, on a quand même des biens avec des prix assez élevés, donc c'est vrai qu'on remarque... On n'a pas dit de quelle région tu étais, c'est vrai. Alors moi, je suis de la région Grand Est, la ville de Longwy, une petite ville frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. Bon, je lis également prix médian du mètre carré à Paris. Vous savez combien c'est ? 10 000 € du mètre. 10 000 € du mètre carré, c'est ça. Qui peut s'acheter ça ? C'est inaccessible pour 75% des primo-accédants. Exactement, oui. Bon, dans vos régions, c'est un petit peu plus raisonnable. Hein, dans le Nord, on est sur du 1 800 € le mètre carré. Ouais, c'est ça, entre 1 000 et 2 000 €, on trouve... à Longwy, on est... Nous, on est à 2 500 du mètre carré. Et si on passe la frontière, là, on est à 16 000 du mètre carré. Ah, voilà. Ah oui, comme ça, on fait le grand écart. Voilà. Ouais, bon, ouais. Et toi, alors, et donc, nous, Farah ? on est à 1 200 € du mètre carré.
Ah, c'est bien aussi. Donc, bien on l'a pas aussi. dit, hein, mais tu es du côté d'Auxerre, toi. Auxerre, exactement. Voilà. Donc, Oui, oui, bon, tout à voilà. fait. 500 000 logements considérés comme indécents en France. 30% de sans-abri en plus en 10 ans. 350 000 répertoriés en 2025. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont éventuellement pas répertoriés, mais 350 000, ça fait beaucoup. Ben oui, oui. Alors donc c'est la galère pour se loger en France. Est-ce que, je vous pose la question pour démarrer, est-ce qu'on peut se loger où on veut encore en 2025 en France? Non. Votre position? Bah, c'est compliqué, hein. On ne peut pas se loger où on veut. Il va falloir aller partir dans des endroits où forcément on peut vivre avec son budget, quoi. Ouais. Exactement. Il faut aller dans des endroits, je pense, qui sont complètement retirés des grandes villes pour pouvoir se dire on peut vivre. Oui, Ou alors tout il à faut fait. être blindé. Ou alors il faut être blindé. Ça. Exactement. Changer de travail. Bon. Il n'y a plus de juste milieu. Justement, Bertrand, tu as été voir Lizzie qui a eu beaucoup de difficultés pour obtenir son prêt. On regarde. Alors bonjour, je suis Lizzie. On a acheté avec mon conjoint une maison à Châlons-Champagne en 2022. Pour des raisons professionnelles, on est arrivé dans la région du Grand Est. On n'a pas souhaité être locataire et tout de suite acquérir une maison. On a rencontré Bertrand qui nous a trouvé notre petite pépite. Aujourd'hui, c'est compliqué au niveau des banques parce qu'on a déjà un premier achat qui bloque un petit peu sur le prêt. Et aujourd'hui, on se tourne vraiment vers un courtier pour avoir vraiment une solution et débloquer ce problème qui est assez pesant pour le coup. Donc là, actuellement, vous aviez un beau projet avec Bertrand. Malheureusement, votre banque ne vous accompagne pas. Ce que j'ai compris, il y a un petit problème de taux d'endettement et d'apport par rapport à ce qu'ils vous ont dit en tout cas. Alors c'est vrai que l'apport, les banques en demandent de plus en plus, idéalement les frais de notaire. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. À ce que j'ai compris, vous les mettez, même si vous avez l'apport, mais le moins d'apport possible. Après, il y a plusieurs possibilités. Peut-être vendre votre appartement, le mettre en location et demander une estimation de loyer à Bertrand, par exemple, pour augmenter le taux d'endettement. Enfin, moi, je vais voir avec nos différents partenaires bancaires et je reviens vers vous dans les plus brefs délais. Le courtier nous a expliqué la situation, une situation qui a l'air plutôt compliquée dans notre cas. Aujourd'hui, on espère vraiment que la solution va se débloquer d'ici quelques temps. Il nous a annoncé à peu près 10 à 15 jours. Donc on croise très fort les doigts pour acquérir notre pépite très rapidement. Voilà. Non mais est-ce que c'est pas un scandale tout ça? Parce que en fait, des gens qui visiblement ont un bon dossier et on est en demande. Il faut pas oublier, les amis, je vous le dis, hein, les banquiers ils vendent des crédits. Hein. Oui. Donc c'est vous qui avez le pouvoir normalement. Qu'est-ce que tu lui as conseillé, Bertrand, toi, cette jeune femme? Alors là, ils ont économisé un petit peu et ils sont consolidés au niveau de l'apport, de façon à avoir un apport plus conséquent. Et le courtier a consulté d'autres banques, a essayé un petit peu de faire marcher ses connaissances. Ouais. Et finalement, on arrive à trouver une solution. Donc ils ont pu acquérir la maison de leur rêve. Ah ça y est, c'est fait. Super. Ah c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Moi j'ai toujours entendu l'histoire du double parapluie. Apport, caution, 40 fois le montant du loyer. On va en parler là, les locataires. Autre scandale, on vous le dit, cette émission, elle est là pour révéler un peu les scandales qu'il y a en France. Les logements sont hors de prix pour les étudiants. Comment on fait quand on est étudiant en France pour se loger? Aujourd'hui, quand on est étudiant, c'est simple. Déjà, premièrement, c'est très compliqué, mais on privilégie la colocation. Les étudiants partent sur ce mode de location. Sur ce mode de location parce qu'un étudiant, déjà, il n'a pas les aides que beaucoup peuvent avoir quand on est dans la vie active, mais même les propriétaires commencent à lancer ce sujet et à préférer proposer leur appartement en colocation. Mais avec Alexis, vous avez fait un petit reportage sur la colocation. Oui. Souvent, c'est des bons souvenirs quand on est étudiant. C'est des bons souvenirs, oui, tout à fait. Et ça crée des amitiés. Bon, vous avez rencontré des jeunes qui vivent cette situation, on regarde. On s'est connus en travaillant ensemble il y a déjà 3 ans de ça. Et puis, on était dans la même classe. Et là, du coup, on fait un bac au film CCI Formation et on est toujours dans la même classe. Et ça a été une évidence pour moi de l'accueillir ici quand j'ai su qu'elle n'avait pas d'endroit forcément où aller et que les mairies ne lui répondaient pas à ses demandes d'habitation. Donc forcément, je lui ai proposé de venir ici. Depuis combien de temps êtes-vous en colocation? Et vous, Luna, comment vivez-vous cette situation? Ça fait déjà 5 mois qu'on vit ensemble en colocation. Et c'est vrai que c'est plutôt assez agréable. Ça fait 5 mois. On arrive à se partager les tâches. Voilà. Une semaine sur 2, c'est moi qui paye l'essence. Une semaine sur 2, c'est Justine qui fait les courses. Donc, on arrive à faire un petit planning pour le quotidien de notre vie.
Aujourd'hui, quels conseils auriez-vous à donner aux téléspectateurs qui nous regardent et qui rencontrent des difficultés à se loger? Faut faire de la colocation, faut pas baisser les bras. C'est une très belle expérience au final. Je pense entraider les autres, c'est vraiment très bien parce que pour moi, ça a été vraiment un atout. Pour moi, en même temps, je fais des économies et on s'aide sur tout ce qui est les papiers. C'est vrai que c'est des dossiers assez lourds et qui prennent du temps. Donc sur ça, je pense que la colocation, ça peut faire du bien pour les jeunes de toute la France. Je suis étudiante, donc j'ai un revenu, mais il est très faible. Donc je ne peux pas me permettre de vivre dans un appartement seul. Donc c'est un bon moyen, la colocation, justement, pour se diviser les charges, car mon colocataire fait le même BTS que moi, voilà. Donc on s'est dit que c'était, comme on se connaissait, moi ça me rassurait aussi. Bien sûr. En tant que jeune femme, c'est compliqué de se dire qu'on va potentiellement vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Voilà, c'est quand même un stress. Donc j'étais quand même très rassurée de le connaître d'avant. La rentrée approchait à grands pas, donc on a fait, je dirais, 6 appartements. Je pense qu'on a visité avant celui-là. Est-ce que ton propriétaire, lui, était réfractaire ou est-ce que c'était quelque chose qu'il avait complètement envisagé? Eh bien, non, c'est quelque chose qu'il avait envisagé. On avait quand même des bons dossiers, donc c'était quand même aussi rassurant, je pense, pour lui. Bien sûr. Et c'est aussi un moyen, comme on se partage les frais, etc. Je pense que lui aussi, il a dû se dire, il y a moins de risques d'impayés, des loyers ou ce genre de choses. Donc je pense que oui, c'est plutôt bénéfique pour lui aussi. D'accord. Alors moi, je pense que c'est un bon moyen, la colocation, ne serait-ce que même pour le côté social, de pouvoir avoir toujours quelqu'un à côté de nous, etc. Je pense que oui, je continuerai même après. Oui. Bon, la colocation, oui, c'est bien, mais c'est aussi des règles de vie en communauté, je dirais, extrêmement strictes. Exactement. Alors Marie, vous la connaissez, donc du Beaujolais, elle a exploré un peu le sujet, justement, et elle a rencontré Maëlys qui a testé l'habitat en alternance. D'accord. Donc, chacun son tour dans un appartement pour partager les frais. On regarde le reportage. Je ne connaissais pas ce système. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis étudiante en master droit des affaires en alternance. Le système de partage d'appartements pour nous les étudiants en alternance est une solution innovante et pratique qui répond à nos besoins très spécifiques. Concrètement, un logement traditionnel, ce concept de prestation universitaire repose sur l'occupation séquentielle d'un même appartement par plusieurs personnes ayant des rythmes d'alternance différents. Concrètement, 2 ou plusieurs étudiants en alternance qui ne sont pas présents en même temps occupent le même logement. Par exemple, quand je suis à l'entreprise et que l'autre étudiant est à l'école, cela permet une utilisation optimale de l'espace. Ce système permet de partager les coûts de location tout en bénéficiant d'un logement à temps complet, réduisant significativement les dépenses de chacun. Les avantages sont multiples, tels que les économies financières, la flexibilité du logement et l'adaptation parfaite aux emplois du temps décalés, caractéristiques de l'alternance. Ce mode d'habitat représente une solution moderne et collaborative qui répond aux contraintes budgétaires et logistiques des jeunes en formation professionnelle. Elle connaît son sujet. Elle connaît bien son sujet. L'alternance, alors c'est pas que le boulot, donc a priori c'est l'habitat maintenant, l'alternance. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée ou pas? Oui, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Après, il faut être sûr de la personne qui partage aussi. Bon, les équipes de Frédéric Garnier se sont penchées un petit peu sur la difficulté de constitution des dossiers de location. Comment ça se passe au quotidien pour les gens qui cherchent une location? Est-ce que c'est vraiment plus dur qu'il y a 10 ans? Oui, c'est hyper compliqué. Ouais. Là, il y a tellement de... Enfin, moi, sur mon secteur, en tout cas, il y a tellement de demandes que les offres sont... Ça ne correspond pas. Pour un logement où on a une mise en location, on doit avoir 50 ou 60 dossiers en une journée. Ouais, pareil. Dans toutes les régions de France, c'est un peu la même chose. On regarde le reportage, c'est effectivement pas si facile de louer en France. Aujourd'hui, on a quelques visites sur un 2 pièces à Draveil. C'est proche du port aux Cerises dans le 91. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur ce type de bien, généralement, on tourne entre 700 et 850 €. Ça dépend des prestations qu'on a. Aujourd'hui, on va avoir un appartement du coup de 2 pièces de 38 mètres carrés à 850 €, charges comprises. Eau, chauffage et place de parking comprise. Allez, on va voir. Allez, on y va.
Alors sur ce type de bien, généralement j'effectue une quinzaine de visites. Ensuite on récupère les dossiers et c'est le premier dossier qui est complet, qui est validé par ma garantie de loyer impayé qui est sélectionné. On est en double vitrage partout, les volets roulants en PVC. Le temps moyen pour trouver une location, ça dépend vraiment de la typologie de locataire. Je sais que quand on est deux, c'est toujours mieux que quand on est seul, parce que malheureusement, 2 salaires vaut plus qu'un. J'ai déjà des clients qui souvent me disent ça fait 6 mois que je cherche et je trouve toujours pas de logement. Un autre problème sur le marché locatif, c'est que les loyers, ils augmentent, mais malheureusement pas les salaires. Donc j'ai de moins en moins de dossiers qui sont solvables, et ça, c'est embêtant. Alors en 2025, c'est vrai que ça peut être très compliqué de trouver un logement dû au manque d'offres par rapport à la demande. Également, les locataires sont de moins en moins solvables, donc très vite hors budget. Donc c'est vrai que ça peut devenir très très compliqué. Pour le dépôt des dossiers, une fois que tous les documents sont sur la plateforme, je vérifie que le dossier est complet. Je l'envoie à la solvabilité et j'attends leur retour qui est généralement au bout de 48 heures. Je pense que le meilleur reste à venir, étant donné que les taux baissent, les acheteurs vont pouvoir libérer des locations, donc le turnover sera plus important et l'offre sera un peu plus équilibrée par rapport à la demande. Et bien sûr, on va voir fleurir de nouveaux investisseurs. Oui, bon, elle est optimiste, mais quand même, les locataires restent dans la galère. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions? Bertrand, si tu étais ministre du Logement, tu ferais quoi? Déjà, l'encadrement des loyers pourrait être une des solutions. Oui. Ouais. Après, nationaliser peut-être aussi. Jean-Marie? Nous, je vois qu'on a beaucoup de bâtiments inhabités qui sont laissés à l'abandon. Ouais. Il y en a beaucoup. Des fois, il y en a même qui sont depuis 30-40 ans. Ah oui, ça c'est un scandale. Et pourquoi pas justement s'en servir pour faire des logements, même à prix à loyer réduit, mais au moins que ces bâtiments servent à quelque chose que d'être là à l'abandon, quoi. Exactement. Farah, si tu étais ministre du Logement? Si j'étais ministre du Logement, je pense que déjà je lancerais l'encadrement des loyers, par région. D'accord. Voilà. Bon, voilà, un petit tour d'horizon déjà sur les premières difficultés que les Français ont pour se loger. Pour mettre un peu de légèreté dans cette émission, vous le savez, l'invité du samedi est Mélanie Page aujourd'hui. Elle va nous raconter ses péripéties au théâtre. Bon, un moment très agréable, j'ai hâte de partager ce moment avec Mélanie. Bien sûr, Maxime Banane en fin d'émission. Et puis, un petit récap pour terminer cette partie. Pas très joyeuse, mais il y a toujours Sandy qui s'affaire au fourneau. En 2025, la crise du logement en France atteint des sommets préoccupants. Les loyers ont augmenté de 3,3%, dépassant l'inflation, avec un loyer moyen de 723 € pour 42,5 m². Parallèlement, 350 000 personnes sont sans domicile, un chiffre en hausse de 145% en 12 ans, et 4,2 millions de Français sont considérés comme mal logés. De plus, 2,7 millions de ménages attendent un logement social, soit 2 fois plus qu'il y a 20 ans. On a la chance d'avoir Sandy et Sandrine, oh là là, pour le burger du cœur de Proprio à tout prix. Merci beaucoup Sandrine. De rien. Avec une recette incroyable. L'idée, c'est effectivement de vous faire connaître cette initiative. Et tous les restaurateurs de France, vous pouvez nous appeler et on vous donnera la recette pour pouvoir participer à cette action du cœur. Alexis, j'aimerais bien que tu goûtes et que tu me dises ce que tu en penses. Je me lance volontiers. Voilà, vas-y, alors on va voir. Marie, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme, tout va bien. Bon, et Luc, le petit nouveau qui vient enrichir l'équipe de Proprio à tout prix, étampe. C'est ça, Bruno. Bon, alors, est-ce que, pour ta première, c'est pas trop compliqué, ça? Avec un burger. Non, c'est le burger. Le burger. Le burger. Alors, attention. Hein. Cette émission, effectivement, consacrée au scandale. Alors, plusieurs centaines de burgers déjà vendus. L'association a déjà reçu l'argent pour aider les sans-abri. Eh bien, écoutez, pendant qu'on déguste le burger, on regarde ce que pensent les gens de la rue sur la crise du logement en France en 2025. Est-ce qu'il est plus difficile de se loger en 2025? Vous avez la réponse. Alors, est-ce qu'il est compliqué de se loger en 2025? Alors moi je suis arrivé à Lille en 2020 et donc c'est vrai que c'était un contexte un peu particulier puisque c'était au moment de Covid. Mais on a eu pour le coup c'était assez facile de trouver quelque chose, alors que là je me suis renseigné il n'y a pas si longtemps pour voir si un peu comment avait évolué le marché et s'il y avait des biens que je pouvais louer à peu près au même prix. Et pour le coup c'est vrai qu'on n'avait pas du tout accès au même type de biens. Donc pour moi c'est quand même beaucoup plus compliqué et en effet c'est quand même plus compliqué surtout de trouver ce qui nous plaît. Il y a toujours des choses qui existent mais ça va être de plus en plus petit, de plus en plus insalubre. On a
voilà, on trouve moins facilement chaussures à son pied. Chaque année, il y a de plus en plus d'étudiants qui arrivent sur l'île. Il y en a surtout plus qui arrivent que plus qu'ils n'en sortent. Donc c'est compliqué de trouver des logements, donc il y en a de moins en moins sur l'île. Je pense que c'est compliqué de plus en plus parce qu'on a aussi le prix de l'immobilier qui augmente. Et pour les étudiants, c'est pas forcément simple parce qu'ils n'ont pas forcément la même somme d'argent qu'ils peuvent dépenser pour se développer. Donc c'est plus de la location plutôt que de l'achat du coup en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, oui. Est-ce que vous pensez que c'est facile de se loger en 2025 ? Dans les centres-villes, ça doit être un peu compliqué, je pense. Mais, ou alors, il faut avoir des hauts revenus. Mais en banlieue, je pense que c'est plus simple. Si vous deviez acheter une maison, est-ce que vous négocieriez le prix de vente et les frais d'agence, par exemple ? Bien sûr, tout est négociable. Je pense que les frais d'agence, je pense que c'est négociable, tout à fait. À quelle hauteur, par exemple ? 5-10%. On le voit, les gens de la rue, quand même, ils sont pas si pessimistes que ça, en fait. Ça m'étonne. À Lille, ils disent, bah oui, c'est un peu difficile, mais on se débrouille. Il y a toujours des solutions. En fait, aujourd'hui, les étudiants, ils sont en difficulté pour trouver des appartements. Par contre, on voit qu'il y a de plus en plus de parents qui investissent dans des logements pour loger justement leurs enfants étudiants. Ça reste une minorité quand même, Marie. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même un fossé qui est vraiment problématique, notamment vis-à-vis des taux, où aujourd'hui, les taux, clairement qu'on se le dise, ne reflètent pas la réalité du marché d'un point de vue au coût de la vie. On s'en rend compte qu'aujourd'hui, les banques ont des exigences d'apport de taux d'endettement et plusieurs conditions. Et aujourd'hui, malheureusement, acheter, ça devient compliqué. Donc toi, les responsables, c'est les banques. Ah mais totalement, totalement. Alors qui d'autre qui est responsable? Au-delà de la banque, c'est peut-être l'État déjà qui décide en termes de loi pour débloquer des taux. Est-ce qu'on a les bonnes solutions finalement? Les bonnes solutions, je pense qu'il y a encore des efforts à faire et il faut privilégier justement les gens qui en ont vraiment besoin. Ouais. Bon, Tiffany et Jean-Marie, très présents dans cette émission, se sont posé la question si les maires des petites villes œuvraient pour le mal logement. Ils ont été voir le maire de Mar-en-Ostrevent. On écoute ce qu'il nous dit, on va voir s'il a œuvré pour sa ville. Oui, on rencontre des difficultés par rapport au logement. Effectivement, nous avons une population vieillissante, des maisons qui deviennent inhabitées. Et quand nous avons des jeunes foyers ou des futurs propriétaires, ils ont des problèmes pour trouver les financements du logement. Nous rencontrons des difficultés avec des héritiers qui ne veulent pas signer les ventes de ces habitations. Donc ces habitations peuvent rester plus de 10 ans, comme il y en a quelques-unes dans le village, peuvent rester plus de 10 ans inhabitées. Donc ce sont tous des gênes pour les riverains. Nous sommes obligés d'appliquer des procédures pour faire nettoyer les terrains, pour même dératiser. Et c'est de l'habitat qui est fortement détruit, et quand il est acheté, il y a énormément de travaux dessus, quoi. Nous avons des demandes, mais hélas, on a dans la commune une petite vingtaine d'appartements, c'est du parc privé bien sûr. C'est du parc privé, nous n'avons pas de logements sociaux, de bailleurs sur la commune. On les envoie vers les bailleurs, hein. Et puis si on a on a quelques privés, on connaît quelques privés, on les envoie vers ces privés. Et j'ai même on a des gens qui veulent pas, ils sont dans des appartements qui deviennent trop petits, ils veulent rester dans notre commune parce qu'il y a un beau cadre de vie, ils s'y sentent bien, mais on ne peut pas les loger, on n'a pas j'ai pas le parc. C'est quelque chose que l'on rencontre, hein, pour les jeunes et puis pour l'école, hein, nos effectifs ne cessent de baisser, hein. Les enfants maintenant vont au collège. On a eu dans les années 2000, nous avons eu 2 lotissements qui se sont réalisés. Et là, on a eu un apport de jeunes enfants qui nous ont à l'époque sauvé l'école. Mais là, maintenant, voilà, quoi. L'école se démunit des élèves, hein. C'est un problème vaste, hein. Oui, il nous faudrait... on a changé le PLU déjà, donc on a une zone AAU. On espère pouvoir... qui sera constructible, et puis pouvoir avoir quelqu'un qui vienne lotir. Mais oui, il nous faut des élèves. Donc il vous faut des élèves, des habitants et des logements. Tout à fait. C'est un peu difficile, hein, dans les petites communes, mais voilà, quoi. Puis des commerces, mais ça c'est encore plus dur.
Elles galèrent, les petites communes. Hein. Il y a un autre souci également, c'est les prix de la construction neuve qui explosent. Tiffany, toujours elle, a été voir Pierre Lannoy, qui est un constructeur de maisons neuves, qui lui s'en sort pas trop mal, mais c'est une exception. On regarde. Alors, les coûts de la construction en 2025, aujourd'hui, les tarifs sont à peu près stables. On a un indice qui s'appelle le BT01, qui est de base, qui est à peu près stable au niveau des impacts. Par contre, il a tellement augmenté depuis 2 ans que aujourd'hui, tant mieux qu'il est stable. Ça veut dire que les prix sont plus ou moins, je vais dire, lissés sur le temps. Il faut savoir que sur à peu près 2 ans, cet indice, les prix en général ont augmenté de plus de 25% sur certains matériaux et plus de 50% sur d'autres. Et si on prend une base par rapport à il y a 5 ans, on a un pavillon comme celui-ci qui était aux environs 220 000 euros. Aujourd'hui, on est plus à 310 000 euros, ce qui fait une augmentation de plus de 90 000 euros sur 5 ans. Ça représente quelque chose d'important et qui fait que ça freine automatiquement au niveau des achats par rapport à nos clients. Ça, c'est inévitable. Voilà, alors donc, pas facile non plus dans les constructeurs de maisons individuelles. On en pense quoi dans vos régions, alors, du coup ? Alors, ça reste compliqué pour certains constructeurs. Après, il y en a qui arrivent quand même à sortir la tête de l'eau. Bon, Bertrand, lui, il a été enquêté sur les constructions neuves dans l'Est, un constructeur de maisons neuves. Voyons où il en est. Alors, en termes de hausse de prix des matériaux, on a pris à peu près le double au niveau des ciments et des bétons. Le bois a pris une augmentation de 30-40%. Les aciers, c'est pareil, on est à peu près entre 25 et 30% de hausse. Tout ça à cause des coûts de production et des approvisionnements. Alors actuellement, pour la construction d'une maison neuve, on a des délais entre 10 et 14 mois. La variation de ce délai, c'est plus en fonction de la météo. Approvisionnement, on a eu quelques déboires les années précédentes, mais se sont résolus. Personnel, de temps en temps, mais chez nous, on n'a pas encore ce problème-là. Donc le délai, c'est entre 10 et 14 mois. Alors actuellement, pour notre part, en tout cas sur la partie maçonnerie, gros œuvre BTP, on ressent quand même un manque de personnel qualifié, un manque d'engouement au niveau des jeunes, des études, des CFA, sur la proposition de jeunes. Nous, on a encore la chance d'avoir un jeune qui est en alternance chez nous de 18 ans, le plus jeune de l'effectif de la société. Alors aujourd'hui, les nouvelles normes environnementales ont un impact sur la construction, surtout sur la partie financière. Elles font quand même grimper la note globale de la construction, mais de nos jours, ça reste quand même important. Alors ces dernières années, les attentes de clients ont changé un petit peu au niveau des maisons neuves. Ils sont quand même beaucoup plus sensibles à la performance énergétique globale de la maison pour essayer de réduire d'un autre côté leur facture d'eau, d'électricité, de gaz au quotidien. Face aux difficultés actuelles, on ressent quand même la baisse de la construction neuve du fait des prix des terrains et du prix global de la construction avec les nouvelles normes environnementales. Les gens s'orientent beaucoup plus sur la partie rénovation, extension de leur habitation. Voilà, alors là, effectivement, on voit une préoccupation des Français sur l'isolation pour avoir moins de coûts d'entretien d'une maison. Les coûts de chauffage qui avaient explosé avec le gaz, l'électricité qui augmentent, ça devient majeur maintenant dans une acquisition. Hein. Bien sûr, c'est très très important, d'où après les lois énergétiques qui ont été imposées par l'État, que ce soit la RT 2020, RE 2020. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux la manière dont on l'a fait, imposer ça rapidement On avait Loïc Quentin récemment qui disait ça a été fait trop rapidement. Les propriétaires n'ont pas forcément les moyens d'investir non plus. Et c'est pour ça que les constructeurs aujourd'hui rebasculent sur de la rénovation, très souvent. Bon Luc, toi tu as voulu être positif et tu as été rencontrer Fabien, qui a son idée sur l'avenir de la construction neuve. Eh ben on regarde ce qu'il nous dit. Il reste optimiste. Il est optimiste. Face à cette crise, des nouvelles mesures ont été mises en place pour relancer le secteur. Pour en parler, nous allons échanger avec Fabien Gonzalez, qui nous expliquera les difficultés rencontrées ces dernières années et comment les nouvelles réformes pourraient changer la donne.
En 2008, on a connu une période aussi de crise, entre guillemets, sauf qu'elle a duré pendant 6 mois, 8 mois, une année grand maximum. Et aujourd'hui, les acteurs qui essayaient de se renouveler, de prendre des initiatives, soit sur de la communication, soit sur des prix un peu plus agressifs, on arrivait quand même à s'en sortir. Aujourd'hui, en 2024, peu importe les choses que l'on mettait en place, malheureusement, on n'avait pas plus de clients qui venaient nous voir. Donc aujourd'hui, l'avantage de ça, c'est que c'est en train de s'inverser, on le voit, puisque justement tout à l'heure, on parlait du fameux prêt à taux zéro qui revient à partir du 1er avril. On voit que nos téléphones ressonnent, il y a un peu plus de demandes, tout ce qui est vendeur de terrain, etc. Puisque nous, pour rendre une maison, il nous faut un support, et en l'occurrence un terrain, les téléphones ressonnent. Donc, ça prouve qu'il y a un nouvelle envie des acteurs. Il y a un rebond, en tout cas, dans le métier. Tout à fait. Alors après, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est les médias. Les médias, aujourd'hui, disent les taux d'intérêt sont bas, ce qui est vrai, le prêt à taux zéro qui revient, et donc quand les médias disent clairement faut y aller, les gens viennent. Ça rassure. Ça rassure. Et tout à fait. Voilà. Et oui, voilà. La confiance. On a un rôle à jouer dans les médias pour redonner la confiance aux Français d'investir. Bon, c'est la fin de cette deuxième partie. Merci de vos éclairages. Vous avez plus mangé que donné des conseils pendant cette partie-là. C'est un burger qui fait chaud au cœur, donc forcément. Bon, en tout cas, merci Sandy, en tout cas. Une très bonne action du Burger et on est très fiers de participer à ça. On va faire un petit récap, mais juste avant, pour s'aérer un peu la tête, on va aller voir Nelly dans l'Est de la France et faire un petit point de comment on se loge dans l'Est de la France grâce à Nelly. Regardez. Bienvenue à Metz, la ville où l'histoire rencontre la modernité. Je suis en compagnie de Bruno pour vous dénicher les plus grands secrets de cette ville et de ses habitants. Et pour vous, un invité très spécial, Jérôme Anthony, un amoureux de sa région. Ben voilà, magnifique. Salut Bruno, ça va? Ça va? Tu m'emmènes? Ouais, allez. C'est parti, viens. Je suis enchantée de vous accueillir dans ce petit écrin, cette bonbonnière, qui est en fait le plus vieux théâtre de France encore en activité. Il va fêter ses 273 ans bientôt. Comme moi, pareil. Tout à fait. Voilà. Bien conservé. À un an près. Pareil. À un an près. Pareil. Nous produisons nos propres spectacles, opéra, ballet et pièces de théâtre. Et nous produisons également des spectacles jeunes publics. Ah, bah ça c'est pour moi. Voilà. Mais oui, parce que le jeune public, c'est le public de demain. Alors, est-ce que tu peux me parler, Nelly, des prix au mètre carré? Quels sont les quartiers qu'il faut suivre à Metz? Alors, le quartier le plus prisé de Metz est la Vacquinière. Donc là, tu as vraiment des maisons de type haussmannien. Donc au prix au mètre carré, je te dirais que ça peut monter très très haut. Tu peux partir entre 5 000, voire 7 ou 8 000 euros le mètre. Et ça dépend bien sûr de la vue. Ça dépend de la vue, ça dépend de l'emplacement, mais sache une chose, c'est que dans ce quartier, toutes les maisons sont sublimissimes. Est-ce que Metz est une ville où il fait bon investir? Alors Metz, c'est le choix number one, en fait, pour investir. C'est peut-être un peu too much. Tu as du tourisme, tu as des étudiants, tu as un dynamisme, tu as le Luxembourg qui n'est pas très loin. Donc c'est gagnant-gagnant si tu achètes à Metz. Quelles sont en quelque sorte autour de Metz les petites communes qui ont le vent en poupe? Il y a un secteur qui s'appelle les Coteaux, les Coteaux de Metz. Tu as Sichazel, tu as Plaville, tu as Lessy. Ce sont des villages de vignerons où il fait vraiment très très bon vivre. La situation, la connectivité de la ville est bonne? Tout est bon, les feux sont ouverts. Les feux sont ouverts. Tu peux acheter, Bruno, si tu as envie. Je peux te vendre un appartement. Alors, comment ça va? Ça va toi? Est-ce que vous connaissez la recette ancestrale de Metz? Bien sûr, la saucisse de Strasbourg. Ben oui, c'est ça. Il suffit de me poser une question, tu sais, je te donne la réponse. Le fameux pâté lorrain. Oh là là, mais non, mais attends, mais en plus. Mais non, mais. Mais trop simple. Ah, mais oui. On a une institution qui nous reçoit, un food truck, apéro et dégustation lorraine. Allez, c'est parti.
Jérôme, toi qui es fin gourmet. Non, je suis pas fin gourmet, mais je suis fin gourmand en tout cas. Et le pâté lorrain, moi je te le dis, voilà, je mange ça à 4 heures comme on mange un petit pain. Moi je vais manger un pâté lorrain. Ils sont hyper beaux tes pâtés, ils sont magnifiques. Ça se goûte ça, hein. Ça se goûte tout de suite ou maintenant oui. Tout de suite ou maintenant? Non, c'est comme tu veux. Tu me dis, là, on est obligé. Jacques, c'est plus l'heure de blaguer là. C'est l'heure d'aller manger. Allez, c'est parti. Bon, là, on est à la cathédrale. Tout à fait Bruno. Et que vous connaissez la légende de Pierre Perrat? Non, mais je pense que tu vas nous la... Parce que nous, on avait Pierre vraiment Perret, la légende de Pierre Perret. On va pas te chanter la chanson. Mais bon. Alors en fait, la légende de Pierre Perrat, c'était l'architecte de renom qui a voulu rehausser la cathédrale de Metz. Il n'avait pas la solution. Un jour, il était dans son bureau. Le diable arriva dans son bureau. Il dit, écoute Pierre, arrête tout. Je vais te donner les plans. En échange, je veux ton âme à ta mort. Aïe. C'est l'histoire de James Dean, c'est l'histoire de James Dean et pas Pierre Perrat, quoi. Finalement, l'évêque qui était en charge de la cathédrale, il a dit, attends Pierre, tu donneras pas ton âme. Il l'appelait Pierre, hein, il se connaissait bien. On va garder ton âme, tu seras dans un tombeau de la cathédrale. Et le diable, depuis ce jour, recherche l'âme de Pierre Perrat et il tournerait autour de la cathédrale. Et c'est pour ça que vous avez un vent incessant. Non mais il y a vraiment du vent autour de la cathédrale. Vas-y. Faut que j'aille voir, je vous laisse finir le reportage. Mais fais attention, mais tu reviens. Hein. Non, je vais voir. Mais parce que là, il m'a foutu les jetons du coup. Me laisse pas, Bruno. Attends, je regarde. Avec ton histoire, tu m'as foutu les jetons avec ce vent, tout ça. Là. Mais non, mais écoute. Oui. Donc elle était plus basse et ils l'ont rehaussée? Ils l'ont rehaussée. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est un bon moyen de rajouter des mètres carrés. Moi, mais tu peux peut-être faire pareil chez toi, Jérôme. C'est ça. Et tu une gagnes... extension par le haut. Dis donc, t'aurais pas derrière la tête de me vendre la cathédrale, là? Bah écoute, si tu veux, mais est-ce que t'as les moyens? On va déjà aller la visiter. Hein. Mais attends, est-ce que t'as les moyens? Non, mais on va aller la visiter quand même. On peut toujours rêver. Non, mais on peut toujours rêver. Ah ouais, toi, tu veux pas perdre de temps à faire des visites? Ah ouais, d'accord, ok. Je perds pas de temps. Hein. Ok, En 2025, les APL ont été revalorisés de 3,26%, soit à peine 7 € de plus par mois en moyenne. Une revalorisation donc plus basse que la hausse moyenne des loyers. Le logement neuf est aussi en chute libre, avec à peine 82 000 logements sociaux financés en 2024, le pire résultat depuis 20 ans. En 2023, plus de 700 communes n'ont pas atteint leurs objectifs en matière de solidarité et renouvellement urbain, censés garantir 20 à 25% de logements sociaux. Ils n'arrêtent pas, hein. Tous les bénéfices seront reversés à une association caritative pour le mal logement. Une recette spéciale Propriété à tout prix. Amal et Elodie nous ont rejoints. Une première réaction, est-ce que vous auriez une mesure comme ça, chacun, que vous recommanderiez au pouvoir public ou aux personnes qui sont en difficulté pour pouvoir bien se loger aujourd'hui en France? Elodie. Alors, dans un premier temps, je pense que faciliter le financement aussi pourrait être une solution pour l'accession au logement. Donc, c'est profiter en ce moment des taux bancaires qui sont à la baisse. C'est de pouvoir aussi, pourquoi pas, étaler les financements de 20 à 25 ans, par exemple. On a connu les prêts à 30 ans, 35 ans. Pourquoi ça n'existe plus, ça, Amal? Parce que maintenant, il y a une législation depuis le 1er janvier 2022 qui a été notamment mise en place par le Haut Conseil à la stabilité financière et qui impose en fait une durée de prêt de maximum 27 ans. 27 Ah, ça a un peu augmenté quand même alors du coup. Ça a augmenté 25-27 ans pour la résidence principale. Bon, une mesure. Toi, si tu étais ministre du Logement, tu ferais quoi pour améliorer le logement en France? Ce que je recommanderais surtout aux gens, c'est d'arrêter de penser que le financement bancaire n'est pas possible. Ah, voilà. Moi, ça c'est intéressant. Alors, voilà, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qui se dit depuis le début de l'émission, mais il faut savoir que ce même Haut Conseil à la stabilité financière a mis en place aussi des dérogations à hauteur de 20% des dossiers, 70% pour la résidence principale et le reste pour les investissements locatifs. Alors, elles consistent en quoi ces dérogations? Ces dérogations consistent à prêter au-delà du fameux taux de 35% de taux d'endettement. Ah voilà, c'est ça. Voilà, et ce qui est très intéressant, c'est que le Haut Conseil à la stabilité financière, le HCSF, a même reproché aux banques de ne pas suffisamment déroger. Oui, très bien, là, mais c'est pas, ces dérogations, elles ne sont pas réservées aux revenus, finalement? Alors, j'étais sûre que tu allais me dire ça, et c'est totalement faux. Enfin,
pas totalement faux. Ouais. C'est vrai que quand tu es un très bon client de la banque, tu vas avoir plus facilement des dérogations. Mais il faut savoir qu'il y a des banquiers qui accordent des dérogations sur des revenus modestes à partir du moment où le projet immobilier tient la route. D'accord. Mais alors comment on fait pour avoir un projet cohérent? Je pense que l'accompagnement est primordial. Bah oui, il faut un accompagnement. Il faut être accompagné. Mais qui on va voir? Alors qui on va voir? Alors bien sûr. Ça peut être le courtier, ça peut être un CGP, ça peut être le notaire aussi qui peut prodiguer de bons conseils pour acheter sa résidence principale ou son bien immobilier. Moi, j'irai plus loin même. Allez voir les agents immobiliers en off-market. Ouais. Appelez-les parce qu'il y a des bonnes affaires qui existent mais qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et allez chercher par vous-même les bons banquiers. Voilà, les bons banquiers. Sortez de chez vous. Allez voir les banques locales qui sont autour de chez vous, mais ne faites pas qu'une seule agence. Après, déjà, moi, je veux rebondir du coup sur ce qui a été dit. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut faire une différence, et je l'ai vu à mes dépens sur certains dossiers, où même l'appel d'un courtier ne pouvait pas rivaliser par rapport à des conditions de financement qui étaient bien spécifiques, notamment par rapport à l'âge légal d'emprunt, et sur lequel vraiment la relation avec la banque des clients depuis 15-20 ans. L'âge légal d'emprunt, c'est quoi ça? Alors 75 ans par rapport à la date d'emprunt. Ah oui, et il y a quand même, j'ai l'impression, des verrous qui sautent entre la relation humaine entre le banquier et le client, chose qu'on ne retrouverait pas vraiment auprès d'un courtier. Alors, on a la chance d'avoir Élodie avec nous. Est-ce qu'il y a une différence sur l'accès au prêt dans les dom-toms, en Guadeloupe en particulier, par rapport à la métropole, ou c'est équivalent? On a toujours autant de... Je ne pense pas qu'il y ait une différence, parce que c'est toujours aussi compliqué, en tout cas pour les dom-toms, d'obtenir un prêt immobilier. Après, c'est vrai qu'on parlait d'accompagnement tout à l'heure, c'est important pour l'acquéreur de l'accompagner, de l'éduquer aussi. Et justement, une solution, c'est de négocier l'achat sur un bien en mauvais état. Alors, je le dis tout de suite à nos amis, attention, ça ne s'improvise pas. On est d'accord ou pas? C'est toute une étude, il faut faire des devis et ne pas partir à l'aveuglette parce qu'on sait que dans la rénovation, il peut y avoir une mauvaise surprise, donc ne pas foncer tête baissée sur le Alors Céline, elle a réussi le projet, elle? Ah bah, elle a largement réussi le projet et je pense que c'est intéressant de regarder. Voilà. Se loger en 2025 n'est pas chose simple. Mais qu'en est-il de la côte? Nous sommes aujourd'hui dans le Nord-Cotentin et allons à la rencontre de Céline qui a su surmonter cette problématique. Rejoignons-la. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Alexis. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc Céline, vous avez eu le projet ambitieux d'acquérir dans notre belle région en bord de mer, le tout en respectant un budget plutôt restreint. Comment avez-vous procédé dans cette superbe aventure? Oui, effectivement, on avait le projet d'acheter une maison. Maintenant, on avait un budget qui était assez serré. On voulait quelque chose avec une grande superficie, proche de la mer. Mais voilà, on avait un budget pas très conséquent. Donc nous sommes allés voir les banques en priorité. On nous a donné une enveloppe globale qui était très serrée de 135 000 €. Et donc grâce à ça, nous, on devait se dépatouiller pour avoir un bien qu'on voulait. Est-ce qu'il y a eu une négociation qui a été entreprise à un moment donné? Et si oui, est-ce qu'il y a des éléments qui ont penché sur cette balance? Donc nous avons déjà commencé par choisir une maison avec du coup beaucoup de travaux. Après les travaux, nous sommes aussi partis sur une négociation auprès des vendeurs. Et donc nous avons réussi à négocier un bien avec 10 000 € de négociation. Très bien. Et quant à cette négociation, quel levier avez-vous utilisé concrètement pour avoir cette négociation ferme? Comme la maison n'était pas habitable dans l'état, nous avons poussé sur le fait qu'il y avait beaucoup de travaux à faire dans la maison. De plus, c'était ma première maison, ma première acquisition, donc ça a aussi rentré dans la balance. Et puis nous, sans cette négociation, on ne pouvait pas acheter la maison. En fait, on n'avait pas le budget possible au niveau de la banque pour le faire. Alors, quel type de travaux avez-vous réalisé? Pour quel budget? Et avez-vous une idée du montant de ces travaux si vous étiez passé par des entreprises? Oui, bien sûr. Alors, nous sommes passés d'une démolition d'un mur à l'enduit, aux peintures, aux placo. Nous avons vraiment tout réalisé dans cette maison. Donc nous avions un budget serré, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on a fait les travaux à peu près pour une hauteur de 40 000 € avec nos propres mains. Si nous étions passés par un professionnel, on serait plutôt aux alentours des 100 000 €, puisque rien qu'une démolition de mur, il demandait déjà 10 000 €. Nous, on l'a juste réalisé avec 4 mains et puis 2 biorineurs. On a ici un superbe projet vraiment inspirant. Quant à tout ça, est-ce que vous avez des idées aujourd'hui sur le prix que le bien vous est revenu et sa valorisation actuelle? Oui, la maison plus les travaux, on a une enveloppe de 140 000 €. Puis là, suite à une estimation, nous savons que la maison vaut plus de 300 000 € aujourd'hui.
Un grand merci Céline pour ce merveilleux témoignage et cette belle expérience. Comme quoi se retrousser les manches porte toujours ses fruits. On arrive déjà au terme de cette émission, mais tu avais un dernier chiffre, Alexis. Eh ben, le chiffre, ce sera 1 sur 12. Donc, dans les logements vacants, c'est aujourd'hui la statistique qu'on a en Normandie, ce qui représente 150 000 habitations qui sont sans habitat, sur lesquelles, aujourd'hui, on a une possibilité d'offrir de l'habitation pour des personnes qui seraient motivées à se retrousser les manches. On est déjà à la fin de l'émission, enfin, la fin, devrais-je dire, la fin de cette partie où vous êtes les experts de propriété à tout prix. On essayait de faire un peu un état des lieux de la crise, des scandales et des difficultés de se loger en France. Mais pour l'heure, vous savez, c'est notre petite respiration. Maxime Banane, le facétieux, va nous faire sa banane de la semaine et on retrouve Mélanie Page en invité du dimanche tout de suite après. La banane de la semaine. Maxime, alors cette émission pleine de cœur, ensemble pour le burger, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, le thème c'était qui peut encore habiter où il veut en 2025? Bah oui, c'est ça. La réponse est les riches, évidemment. Alors, comme vous le savez, je suis passionné d'argent et il y a une maison exceptionnelle à vendre si vous avez 4 millions d'euros à dépenser. Enfin, 4 millions, peut-être un peu plus. Oui. La voici, regardez, magnifique. Ah, ça va. C'est une villa légendaire à Mézy-sur-Seine, dans les Yvelines, inscrite aux monuments historiques. Elle a été construite pour le couturier Paul Poiret et elle a l'air en super état quand même. Oui. Mais non, c'est la photo qui date de la vente en 2016. Maintenant, elle est comme ça. Ah oui. Parce qu'en fait, depuis 2016 qu'ils l'ont vendue, personne n'y habite. D'accord. Donc la villa se détériore toute seule comme ça. C'est terrible. Donc j'ai cherché à savoir ce qui s'est passé. Voici un article de presse de la dernière vente en 2016. Donc en mai 2016, elle a été vendue aux enchères pour 2,2 millions d'euros à un groupe immobilier français et la villa est restée inhabitée ces dernières années. Seuls les espaces extérieurs semblent en effet régulièrement entretenus. Donc ils ont de l'argent que pour le jardinage. Alors voilà, regarde, ça c'est du haut niveau quand même. Ah oui, alors on est bien. Très très haut niveau. Ouais. C'est incroyable, ça ressemble à une maison neuve alors qu'elle date des années 1920. Ah, quand même. Donc c'est le top de l'architecture de il y a 100 ans. C'est super. Le salon fait 7 mètres de hauteur, regarde. Ouais. Ça, ah oui, quand même. Exceptionnel. Non, mais c'est vraiment une très très belle maison. Oui. Alors, on a le témoignage du maire de la ville, Mézy-sur-Seine, dans les Yvelines. On n'a aucune nouvelle du promoteur. La villa est en train de se détériorer. La peinture s'abîme, les murs s'écaillent. C'est dommage. C'est un très beau bâtiment avec des volumes spectaculaires et une vue magnifique sur la Seine. Oui. L'idéal serait d'avoir quelqu'un qui vive sur place plutôt que ça vieillisse inutilement. Bah oui. Alors, c'est peut-être vous si vous avez 4 millions sur votre compte. N'est-ce pas, Bruno? Non, c'est pas moi. Enfin, 4 millions. Attends, on n'a pas fini de lire l'article, c'est pas vraiment 4 millions le prix. Alors, proposé à 4 millions d'euros et rénové intérieurement, excepté les 800 mètres carrés de sous-sol, comprenant notamment un couloir de nage qui n'est pas terminé. La propriété nécessite encore 5 millions de travaux. Ah, oui, le prix à payer pour lui redonner sa splendeur d'antan et avoir le privilège de vivre dans un château contemporain. On se retrouve donc avec une maison avec l'extérieur qui tombe en ruine, des travaux intérieurs qui coûtent plus cher que le prix de la maison. Une bien belle banane à l'abandon, mon Bruno. Là, on est sur la belle banane, effectivement. Vous en pensez quoi? Vous l'achetez ou pas? Moi, j'achète tout de suite, bien évidemment. Ah, bah voilà. Ah, toi aussi, t'as 9 millions sur ton compte. Bien sûr. Bon, bah, c'est le moment de retrouver l'invité du samedi, Maxime. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bah, évidemment. Une autre banane. Et en fin d'émission, tous les consultants se retrouveront avec Sandrine et Sandy pour déguster le burger solidaire, une action caritative qu'on a menée ici avec passion. Et donc tout de suite, c'est Mélanie Page qui nous fait ses confidences. Et voilà le moment que vous attendez le samedi midi sur Sister. Mélanie Page est avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Bruno. Et vous? Mais vous venez de le dire. C'est ça, exactement. Je m'appelle Mélanie. Et voilà, c'est ça. Alors, c'est effectivement un petit clin d'œil parce que tu es au théâtre en ce moment. Ouais. Et c'est une aventure extraordinaire jusqu'en mai, au Théâtre La Bruyère. Jusqu'à fin mai, au Théâtre La Bruyère. Il y a un vrai bon esprit de troupe. Alors, je m'appelle Georges et vous. Alors là, le pitch est assez original. Assez original, hein. Ouais, moi, j'avais jamais lu de pièce comme ça. C'est ça qui m'a
m'a attirée d'ailleurs. C'est tout le talent de Gilles Direct qui a écrit cette pièce. C'est l'histoire de Georges, qui vient de se faire larguer, qui, dans son nouveau quartier, voit que tous les immeubles portent les prénoms de ses ex. Et il y a un nouvel immeuble qui va se construire juste en face de chez lui, qui va s'appeler la Villa Émilie. Et donc, il part du principe que la prochaine va s'appeler Émilie. Ah, c'est ça. Donc, il part en quête d'une Émilie, il me rencontre, et comme il a un coup de cœur et qu'il se dit « j'ai vraiment envie que ça marche », il a trop peur de savoir comment je m'appelle, donc il invente un jeu auquel je vais adhérer en me disant « tiens, c'est marrant, on ne se dit pas comment on s'appelle ». Ah oui, c'est ça. Voilà. Bon, le théâtre, avec Je m'appelle Georges et vous, et le cinéma. Est-ce qu'il y avait à choisir? Le théâtre. Le théâtre. Hein. Vous voyez, j'attends pas très longtemps. C'est pas que j'aime pas tourner, hein, je trouve ça super, mais pour moi, le cœur de notre métier, c'est vraiment le théâtre. Le jeu est vraiment différent. On n'a pas l'impression de se répéter quand on joue la pièce. Moi, j'ai jamais l'impression de me répéter. Ouais. Parce que c'est ça qui est fabuleux au théâtre, c'est qu'on rejoue la même pièce, le même texte, avec les mêmes acteurs, et on ne fait jamais la même chose. Tous les soirs, on est surpris, ne serait-ce que par ce qui sort de nous. Enfin, moi, je ne peux jouer que comme ça. C'est comme un match de tennis, quoi. Et donc, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Bon, dans cette émission, on parle beaucoup d'immobilier. Hein, oui. Bon, alors, dans Je m'appelle Georges et vous, on y est. Hein, c'est ça. Là, c'est les villas qui portent le nom des ex. Exactement. Mais on va faire un petit retour dans le passé de Mélanie. Est-ce que tu as un souvenir de la maison ou de l'appartement d'enfance? Oui. Qu'est-ce que tu as comme image, la première image qui te vient? De la couleur. Ma maman était australienne et elle a fait venir un petit bout d'Australie à Paris. Tout était, alors c'était hyper 70 en plus, patchwork, orange, jaune. Il y avait du soleil même quand il n'y avait pas de soleil. Excellent. Bon, après, les années passent, et un premier appart toute seule peut-être? Alors d'abord, quand je suis partie de chez mes parents, assez jeune d'ailleurs, à 19 ans, je suis partie avec un amoureux. Ah, c'est bien. Donc mon premier appart sans mes parents, c'était en amoureux. Ah, et tu es partie pour le duo direct. Hein. Exactement. On avait vu sur la Tour Eiffel. C'était extraordinaire. Ouais. Et c'était hyper mignon. On a tout refait nous-mêmes. Même les meubles, c'est moi qui les ai fabriqués. On est allé à Syrie acheter du bois. J'ai tout fait. On a posé la moquette, on a peint, Et puis sinon, le premier appart seul, c'était un peu plus tard, du coup. C'était dans le Marais. J'adorais cet appartement. Assez petit, mais génial. Pareil, j'avais fait ma cuisine. J'avais un peu tout refait. Bon, si vous voulez avoir des idées, contactez Mélanie. Je me déplace pas trop chez les gens, mais... Non, mais sur les réseaux sociaux, en DM, on ne sait jamais. Alors, le premier appart à deux, le premier appart tout seul. Mais alors aujourd'hui, Mélanie, la maison ou l'appartement que tu habites, c'est quel style? Tu aimes l'haussmannien? Tu aimes Là, c'est une maison assez années 30, en fait. Elle date de 1927. Art déco. C'est très beau. Enfin, j'adore l'art déco, moi. Voilà. Donc, c'est rond, en fait. Enfin, c'est un peu beau window, un peu à l'anglaise. Génial. Voilà. Puis on est à Montmartre, donc on a la chance d'avoir une vue sur Paris. Donc, voilà. Bon. Donc, alors, donc, t'as déjà la maison de tes rêves, alors, finalement? Ouais, franchement, oui. Quand on l'a visitée, c'était une ruine. On l'a visitée avec mon mari. Mais vraiment une ruine, hein. Il n'y avait rien. Et même les fenêtres étaient, en fait, on ne pouvait pas les ouvrir et elles avaient été, il y avait un plastique dessus, on ne voyait pas à travers. Et je me souviens, on devait les ouvrir comme ça, là, avec un truc qui ne marchait pas. Et donc, on s'était penché. Et là, on a découvert la vue sur Paris. On s'est regardé, on s'est dit, on est dans la merde. Parce qu'on veut absolument habiter là. Et voilà. Et finalement, on a eu la maison de nos rêves et on a tout refait. C'est génial. Est-ce que tu as un objet fétiche dans la maison? Ou une pièce fétiche, disons? Ah, alors... moi, j'adore mon salon. Oui. Et je fais beaucoup de choses dans le salon, pas que... Tu écris un peu, non? J'écris et j'ai tout écrit dans mon salon. Ah, bien renseigné. Effectivement, entre minuit et 3h du matin, quand tout le monde est couché, et je viens d'écrire un livre, et j'ai tout écrit sur mon portable, dans mon canapé, avec mon esprit qui part qui divague ailleurs. Et ça parle de quoi? Ça parle de la maternité. Bon, alors, le rêve de Mélanie pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? C'est d'être éditée. Ah oui, c'est ça. J'attends la réponse, là. T'as le titre du livre déjà ou pas? Oui, ça s'appelle Mater.
Ah, excellent. Ouais. Bon, en tout cas, tu es au théâtre La Bruyère pour Je m'appelle Georges. Et vous. Et vous. Bon, j'ai prévu d'y aller très prochainement. Ah, mais avec grand plaisir. Je vous invite à le faire également, après en tournée dans toute la France. Hein. Oui, à partir de janvier 26. Bon, eh ben, Mélanie, merci beaucoup pour ce moment incroyable. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Une fin d'émission en fanfare après Mélanie Page. On a l'immense plaisir d'avoir les stars du jour, Sandy et Sandrine, qui ont œuvré pendant toute l'émission pour distribuer des burgers de propriété à tout prix à toute l'équipe, à tous les consultants qui étaient là. Sur l'initiative, je vais demander à tous les consultants de me rejoindre derrière, à Maxime et à tout le monde. On va faire une dernière dégustation. Le burger, une opération solidaire reversée aux associations, la lutte contre le mal logement. Un petit mot pour la fin. C'est toi quand même l'architecte. Bah, je pense que si tout le monde met un petit peu la main à la pâte, et là j'appelle tous mes collègues, si ne serait-ce qu'une seule fois faire une action comme ça, si ça peut changer les choses. Eh ben c'est bien. Bravo, on peut l'applaudir. Voilà, vous pouvez vous aussi, si vous êtes restaurateur, avoir la recette secrète de ce burger pour le distribuer et reverser les bénéfices des ventes de ce burger à une association caritative qui lutte contre le mal logement. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures immobilières. En attendant, ciao, portez-vous bien et bonne semaine. Ciao.